Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et partout dans le monde. Eh bien, soyez les bienvenus sur notre chaîne, votre chaîne en Afrique et en diaspora. Et moi, c'est Bibéné. Pour les habitués, vous connaissez. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on vous souhaite la bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, je vais nous laisser écouter une vidéo d'un monsieur, je connais pas son nom, mais je suis tombé sur sa vidéo dans les réseaux sociaux. J'ai cherché le nom, j'ai pas trouvé, mais le message porte sur sur ce dont on va faire un petit commentaire. Moi, j'ai toujours dit, en Afrique, il y a des talents, il y a des cerveaux. Et les cerveaux qui existent en Afrique ne sont pas différents des cerveaux qu'on retrouve en Europe, en Asie ou aux États-Unis, donc en Amérique. Et les startups, ça veut dire que les gens qui veulent commencer des compagnies avec des idées qu'ils ont pour révolutionner ou changer la société, en Afrique, ça existe, tout comme ça existe aux États-Unis. Et moi, j'ai eu la chance de visiter la Silicon Valley, en Californie. Silicon Valley, c'est où on trouve tout ce que vous connaissez comme compagnie de technologie, que ce soit à Google, Facebook, que ce soit Instagram, tout ce que vous connaissez. En tout cas, vous pouvez les nommer les compagnies de technologie. Il y en a plein, plein, plein. Les quartiers généraux se trouvent donc à la Silicon Valley. Donc, tout le monde de la technologie, c'est là-bas. Et quand vous visitez ou quand vous participez à certains événements comme les hackathons où vous voyez les projets de ces startups et vous comparez avec les projets des startups des jeunes talentueux en Afrique, en fait, il n'y a vraiment pas de différence. Et bien évidemment, en Afrique, on trouve même des idées qui seraient beaucoup plus révolutionnaires que certaines des idées de ces startups qu'on voit on trouve aux États-Unis. La différence se situe souvent à l'accès des capitaux. Là-bas, il y a des capital ventures, il y a des hommes riches, des millionnaires et des milliardaires qui achètent des idées, qui adorent bien voir quels sont les projets qui ont un potentiel lucratif. Et quand ils mettent leur investissement, c'est pour un retour à l'investissement. Donc, quand ils y mettent, ils savent que, en général, ça n'échoue pas. La preuve est que vous voyez tout ce qui se passe au niveau des États-Unis et du monde. Vous voyez ce qui se passe en Asie, en Chine, au Japon. Vous voyez ce qui se passe en Inde. Donc, ces pays-là qui profitent des cerveaux de leurs jeunes, de leur génie pour pouvoir développer différents secteurs de leur économie. Et en Afrique, ce serait pareil. Malheureusement, je ne veux pas généraliser ici, mais je parle de certains pays africains. Moi, je suis de la République du Congo. Et ici, même dans la vidéo qu'on va écouter, c'était un monsieur de la République démocratique du Congo. Mais les exemples sont similaires. Quand je prends cet exemple, parce que les situations sont souvent similaires, où on a beaucoup assisté à des jeunes qui arrivent avec des idées, mais malheureusement, ces idées sont confrontées à des anicroches. Et ces anicroches-là font que les idées finissent par mourir dans l'œuf, où les idées essaient d'éclore, mais c'est après éclosion que ça meurt. Pour quelle raison? Eh bien, le monsieur va nous éclairer. Donc, on l'écoute et on revient pour un petit commentaire pour voir un peu euh, où nous en sommes et où est-ce on veut aller et quelles solutions on peut trouver pour pouvoir élever tous les secteurs de notre continent, de nos pays, en utilisant les cerveaux de nos pays. Allez, je vous demande de rester bien branché, bien scotché à votre fauteuil et on écoute le monsieur, on revient tout de suite. Allez, à vous. Amener Elon Musk en RDC, avec tous les projets qu'il a, il va échouer. Donc si Elon Musk était né en RDC et qu'il lançait ses projets, il va sûrement échouer. Je t'explique pourquoi. Imagine tu es un développeur, tu es un entrepreneur numérique, tu veux briser la chaîne des chômages qui gangrène
dans notre pays, tu te dis que tu vas développer ton application pour apporter des réelles solutions aux problèmes de nos compatriotes. Imagine, toi, tu passes des nuits blanches pour coder, développer, implémenter, corriger des bugs de ton système et une fois que tu l'as lancé, tu veux te chercher comment faire valider ton modèle économique auprès de la population pour que les gens puissent utiliser ton application. Tu te réveilles comme ça un matin, il y a deux papas, c'est des messieurs, l'un est ministre de l'économie numérique et l'autre ministre des Finances, qui viennent de signer un arrêté ministériel portant fixation des taux de droits, des taxes et redevances pour les acteurs du numérique en RDC. Ces deux papas-là viennent en guerre contre nous en tant qu'acteurs du numérique. Lorsque on crée son application ou son entreprise qui doit apporter des solutions, pour être autorisé à œuvrer en République démocratique du Congo, il faut que l'entrepreneur s'enregistre pour avoir le statut d'entrepreneur et cela doit lui coûter 3 000 $. Écoutez bien, 3 000 $. Et c'est un pays de malades. Donc, tu peines à lancer ton projet, tu peines même à trouver des financements, tu le fais de ton propre effort, tu dépenses de ton propre argent et avant de lancer, on te demande 3 000 $. Mes chers messieurs les ministres, où est-ce que les jeunes entrepreneurs vont tirer les 3 000 $ que vous imposez? Ils n'ont même pas encore su établir leur business model sur le marché et vous les soumettez à cette exigence. Et voici maintenant les meilleurs à venir, ce sont les nomenclatures. Donc, si ton entreprise œuvre dans les numériques et que tu lances une plateforme d'échange de documents à des fins commerciales, tu es dans le cloud computing, tu dois payer 15 000 $ pour que l'entreprise soit autorisée à œuvrer. 15 000 $. Si par exemple c'est pour une entreprise qui fait des signatures électroniques, des certifications électroniques, l'authentification des sites web, l'archivage électronique ou la cryptologie, tu dois payer 10 000 $ comme national et 30 000 $ comme étranger. Si par exemple tu as une application de e-learning comme par exemple Ancela que je viens de lancer, il me faudrait 2 000 $ que je dois devoir payer pour avoir l'autorisation que mon entreprise puisse œuvrer. Pour ceux qui lancent une application de fintech, 5 000 $. E-commerce, voyage, etc., 3 000 $. N'en parlons pas des SaaS, Software as a Service, donc un logiciel qui pourrait être utilisé comme un service qu'on peut payer mensuellement ou annuellement. Et pour ça, il faut 5 000 $. Il y en a même qui arrivent dans les 75 à 100 000 $ pour ceux qui veulent implanter les centres de données tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4. Imaginez maintenant comment est-ce que les jeunes vont se développer dans ce genre de situation. Donc, ceci revient à massacrer la créativité et les efforts de cette jeunesse congolaise qui œuvre, qui peine à créer des solutions. Ce qui est vrai, nous avons des jeunes très talentueux. Ce n'est pas le talent ou la créativité qui manque, mais c'est l'environnement qui n'est pas propice. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, l'environnement ne nous permet pas de nous épanouir. J'ai lancé autant d'applications qui aideraient les pays aujourd'hui, mais l'environnement ne m'a pas permis. Et c'est là, puisque ça pénalise les Congolais, ça va donner un avantage aux étrangers. Un étranger qui a des moyens, qui a la facilité d'avoir des capitaux dans leur banque, payer 10 000 $, c'est quoi pour rêver? Et donc, on va se retrouver donc, sans produit de la jeunesse ou de nos compatriotes. Donc, nous serons soumis à une utilisation des applications, des produits numériques des étrangers. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il ne faudra pas oublier que c'est les mêmes messieurs qui étaient à l'origine de la mise en œuvre du projet RAM, projet qu'on n'a jamais restitué aux Congolais et qu'on n'a jamais pu expliquer comment ça s'est passé ni où est parti l'argent. Dossier qui a sali même la réputation de toute une gouvernance. Et donc, je peux conclure que la RDC est un pays qui innove dans l'art de décourager l'innovation. On sait tous aujourd'hui que si on compare la RDC au niveau numérique par rapport à l'état actuel où se trouvent les autres pays du monde, si eux aujourd'hui sont au 21e siècle, donc à l'époque contemporaine, la RDC est encore à l'âge de la pierre taillée, niveau numérique. Sans oublier aussi que sa population elle-même contribue aussi à son frein parce qu'elle ne veut pas aussi une inclusion numérique et l'utilisation des applications ou des produits numériques de leurs concitoyens. Mais si ce sont les produits des étrangers, ils sont aptes à les utiliser. C'est comme ça que tu verras qu'il y a des autorités qui se plaisent à utiliser des applications des étrangers. Ils se vantent même d'en payer les abonnements. Quand on voyait à l'époque des Covid, des conseils des ministres qui s'est passé sur Microsoft Teams, des gouvernements qui causent dans des groupes WhatsApp, vous laissez sans oublier que ce sont des applications des autres pays, des États-Unis,
qui contrôle tout ce que vous dites. Quand est-ce que vous aurez votre autonomie? Quand est-ce que vous aurez une indépendance? Les autres pays, les grandes nations ont compris cela. La Russie a ses propres applications. Les données sont enregistrées sur leurs propres serveurs que le gouvernement lui-même gère. La Chine a WeChat, Baidu, Alibaba. Tout est contrôlé depuis chez eux. Nous préférons le contrôle des applications d'autres pays au lieu de favoriser ce dont nos compatriotes sont en train de produire. Au Rwanda, par exemple, tout projet numérique est exonéré des taxes, des douanes, etc. C'est comme ça comme on appuie la jeunesse, c'est comme ça comme on appuie le développement du numérique. En RDC, on fait une chose et son contraire. On dit vouloir promouvoir la jeunesse et l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique, mais entre-temps, on coince les acteurs du numérique par des taxes exorbitantes. Un jeune commence, il peine même après 5 ans sans trouver $1,000 ou $5,000. Où est-ce qu'il va trouver $3,000 pour se faire autoriser que son application soit effective? Et comme ça, vous pensez que vous aidez les pays comme ça? Vous-même, en tant que ministre, vous avez des salaires de plus de $50,000 le mois. Peut-être que vous pensez que nous tous, nous sommes dans le même barème que vous, sans compter les invisibles. Mais la population peine énormément. Nous peinons à lancer des projets sans subvention et avec nos propres efforts. Nous avons des projets comme Transform qui sont, je peux dire, morts-nés. C'était prévu pour financer des jeunes, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune organisation ou entreprise n'a été financée. Et au-delà de ça, les gens sont en train de se battre pour amener des créativités, pour amener des solutions réelles à nos problèmes. Aujourd'hui, c'est le numérique qui développe toutes les puissances. Mais nous, et voilà pourquoi je dis que même si Elon Musk était natif de ces pays et qu'il lançait ses projets avec toute son intelligence et sa créativité, il échouerait dans ce monde. Parce que nous, on priorise les entreprises étrangères qui ont déjà des fonds par rapport aux entreprises natives. Alors, au nom de tous les développeurs et acteurs du numérique, j'apporte ma petite voix et faites cette requête au chef de l'État. Prière, mettre fin à cet arrêt. Et de préférence, révoquer ces personnes-là qui en sont les auteurs. Parce qu'ils ne vous aident pas. Vous prétendez faire la volonté du peuple. Eh bien, voici ce que le peuple veut. Ces gens ne vous aident pas. Si tu es entrepreneur, tu dois dire non à ces documents-là et partager au maximum ces messages pour que cela atteigne les personnes concernées. Voilà, c'est le témoignage du monsieur qui malheureusement, je n'ai pas pu découvrir son nom. Et c'est malheureux quand même quand vous entendez ça. Nous, même en République du Congo, on a vu beaucoup d'acteurs, beaucoup de jeunes entrepreneurs ou beaucoup des gens qui sont même pas entrepreneurs, qui ont juste des petits moyens, qui veulent démarrer des projets au Congo, mais qui se trouvent confrontés avec voilà, les acteurs, les officiels du gouvernement, ceux qui tiennent les ministères et qui, pour délivrer des permis, par exemple, vous demandent de participer à votre capital, qui vous demandent de payer beaucoup d'argent sur beaucoup de taxes, acheter un permis qui va vous coûter des millions alors que vous peinez déjà à trouver les millions, ou avec le peu que vous avez déjà trouvé, ça vous permet juste de démarrer le projet. Mais si on vous taxe $3,000 qui en francs CFA vous fait à peu près 1600 1,5 million, 1,6 million comme ça, mais vous connaissez bien que les jeunes au Congo, pour trouver 100 000, 200 000 francs là pour un projet, c'est pas du tout donné. Et quand vous trouvez cela, alors qu'au lieu d'être accompagnés, parce que déjà, ces jeunes n'ont pas de subvention de nouveau du gouvernement. Alors que ça, le gouvernement, de connivence avec les entrepreneurs privés ou bien ceux qui ont les richesses, par exemple, pouvaient créer des fonds comme ça au soutien des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent voir leurs idées éclore, leurs idées soutenues. Alors, s'il faut leur demander des millions pour leur projet, alors que c'est même ce million-là dont ils ont besoin pour démarrer le projet, c'est le monde à l'envers. Malheureusement, il y a ça. Et pour ceux qui veulent participer au capital, si vous avez par exemple un capital qu'il faut, il y en a qui veulent pour leur projet en faire partie en tirant un pourcentage. Donc, ils vous exigent de prendre 5-10%, quel que soit le pourcentage, de votre capital ou de votre entreprise. Alors, vous trouvez que c'est vous qui faites des efforts, c'est vous qui travaillez et le gars veut juste s'asseoir dans son coin et tirer des dividendes de votre effort sans rien faire parce qu'il a juste la signature pour un papier. Donc, vous voyez que
quelque part, nous sommes aussi responsables en Afrique de nos propres malheurs. Nous sommes responsables de, de, de ne pas avancer, de ne pas reculer, de toujours reculer, alors que on devait s'inspirer des avancées technologiques. Plus les années passent, plus ça devient dangereux parce que les États-Unis, la Chine, les gars, ils sont en course. La Russie est là, l'Iran est là, le Pakistan est là, l'Inde est là, vous voyez que les pays d'Europe aussi sont là. Mais vous voyez, les gars sont en course pour avoir la meilleure technologie possible. Les avancées technologiques, eux, ils n'arrêtent pas à penser à comment révolutionner, à comment avoir les meilleurs systèmes, les meilleurs microchips. Euh, les gars, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on sait même pas trop ce que c'est et l'ampleur de comment est-ce que cet outil-là peut dominer le monde. Et eux, ils veulent être maîtres de cet outil-là. Eux, ils veulent conquérir l'espace. Ils veulent aller. Mais nous, si on peut même pas installer des centres de données, par exemple, être propriétaire, être au contrôle de nos data, de nos données, centres de données, si on n'en avait pas, si on ne peut même pas digitaliser tous les secteurs économiques dans les ministères, dans les écoles ou avoir parfois Internet. Attendez, c'est quasiment impossible. Si je le dis, hein, vous contredisez-moi si je dis une bêtise, mais nous, en République du Congo, que ce soit dans les écoles primaires, dans les écoles, les collèges, on arrive au lycée et parfois jusqu'à l'université, mais vous n'avez même pas accès à l'Internet. Et je ne veux même pas parler des laboratoires, je ne veux même pas parler de des programmes des émulatoires pour détecter les cerveaux les plus brillants et soutenir ces cerveaux et permettre à ce que leur projet se réalise. Je ne veux même pas parler de ça, vous connaissez. Et c'est là que nous sommes, moi je me pose la question, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi sommes-nous notre propre ennemi? Pourquoi on ne veut pas le bien de nos pays, le bien de nos continents? Les autres sont à la recherche de cerveaux. Vous croyez que les Américains ont réalisé un projet spatial rien qu'avec le cerveau américain? Non. Pendant la course à l'espace, la Russie est allée en espace en premier. La Russie a fait la mission spatiale d'abord en envoyant un être vivant qui était un chimpanzé. En plus, on envoyait un homme, Yuri Gagarin, qui était le premier homme dans l'espace. Ça a commencé comme ça avec la Russie. En plus, c'était la course à l'espace entre la Russie, dans le temps, l'Union soviétique, bien sûr, et avec les États-Unis. Mais c'est avec des ingénieurs estradés, des Russes, il y a eu des Allemands dans les programmes spatiaux des Américains pour qu'ils réussissent en fait leur mission spéciale dans le temps avec les missions Apollo et autres. Mais c'est comme ça, les autres sont à l'intérêt. Si vous voyez la Silicon Valley aujourd'hui, dont je dis, en Californie, mais cette Silicon Valley où toute la technologie, mais les CEO, les PDG de ces compagnies c'est des Indiens, c'est dominé par les Indiens. Vous arrivez, c'est des Indiens, ce sont les Asiatiques. Il y a les Indiens, il y a les Asiatiques et bien sûr il y a des Africains, il y a des Noirs américains. Mais les Indiens sont dominants. Viennent de l'Asie, les Sri Lankais, les Chinois on va pas parler, ils sont partout. Les Japonais sont là, les gars sont là. Les Américains, quand on dit, Américains, on dit les Blancs comme vous voyez. Non, mais eux, c'est peut-être, ils tiennent les capitaux, c'est des avocats et tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment dominé par les autres. Les autres ont des programmes spatiaux. Il y a l'Inde envoie un satellite civil dans l'espace. Ils ont tout ça, quoi. Vous connaissez de quoi je parle. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à s'inspirer et à faire en sorte que nous investissions dans ces technologies, que nous rattrapions aussi ce retard qui existe quand même. Ce n'est pas un problème de cerveau, je dis bien, c'est pas un problème de cerveau. Les cerveaux sont là. Vous ne voyez pas combien d'Africains ont gagné des concours de mathématiques, de chimie, de physique. Nous avons Modibo Diarra du Mali, mais il est là, il travaille en Californie, à la Silicon Valley, il travaille à la NASA, mais c'est un Malien, un professeur. Entre-temps, il était revenu travailler au Mali, mais avec les problèmes politiques, vous savez, il est reparti travailler aux États-Unis. Donc, nous avons des cerveaux africains qui travaillent pour l'ailleurs. Nous avons Bertin Naoum, qui est l'un des pères de la robotique médicinale. Il est en France, il a sa compagnie en France, Bertin Naoum.
Ils fabriquent des robots comme ça là pour faire des opérations chirurgicales, pour faire des analyses, des scanners, tout ce que vous voulez. C'est un monde, mais c'est un Africain. Et lui, il vient de Bertin Naoum, il vient du Bénin. Et il y a plein comme ça au Nigeria, et nous sommes tous éparpillés à l'étranger. Nous sommes aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, un peu partout, ces cerveaux africains. Pourquoi on ne veut pas rapatrier les cerveaux africains soutenus? Ce sont eux qui vont développer le pays. C'est pas, voilà, les politiciens. En fait, chacun doit connaître son rôle et travailler et faire son rôle, quoi. Malheureusement, il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais accountability. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a fait pas un bilan, devait dégager. Quelqu'un qui empêche le progrès, quelqu'un qui empêche les pays d'avancer, la société d'avancer. Mais cette personne doit être traitée de criminel. Mais non, chez nous, c'est comme ça. On voit pas, il n'y a pas la vision future, il n'y en a pas. On sent même pas le danger. On sent même pas que, voilà, si on n'est pas capable de rattraper les autres, ou bien de travailler en même pas que les autres. Mais si ces autres-là décident de nous anéantir, surtout encore, c'est nous qui avons les matières premières de la planète, pour que les matières premières qui sont des composantes de leur technologie, et nous ne sommes pas capables de nous en servir. Mais les gars, c'est quel avenir que nous bâtissons pour nous-mêmes? Nous sommes en danger, en fait, à la limite. Moi, quand j'y pense, je dis, mais tiens, mais c'est dangereux. Parce que si ces gars-là ils savent travailler en coalition. Vous voyez l'Union européenne, vous voyez l'OTAN, mais c'est les mêmes, c'est des cousins. Vous voyez toutes ces organisations internationales qu'ils inventent. C'est eux qui sont les directeurs, les présidents. Nous sommes là au milieu, là où en bas, là. Souvent, nous sommes en bas. Là. Mais pourquoi? Parce que c'est eux qui fabriquent leurs trucs. Ils inventent, ils créent leurs organisations. Nous qui intégrons juste. Mais quand vous intégrez quel pouvoir, vous allez imposer quoi? C'est pas vous qui avez eu l'idée, c'est pas vous qui avez la vision. Donc, si nous ne sommes pas capables de fabriquer, de créer nos propres organisations. Nous ne sommes pas capables de travailler, de faire fonctionner nos cerveaux pour qu'ils soient créatifs. Il y a plein de choses qui n'ont pas encore été faites. Nous, on se dit, oui, le monde, tout a été fait, mais c'est pas vrai. Il y a encore plein de choses. Il y a l'imagination, il y a des choses révolutionnelles qui doivent encore être faites. Et ça peut faire, mais en Afrique, ça peut se passer. Je vous dis, les gars, mais si on a encore les leaders politiques, les officiels, eux qui ont la tâche de délivrer les permis, de offrir des subventions, de faciliter les jeunes, de donner des exonérations fiscales au niveau de la douane si les gens ont envie de faire le shipment de leurs produits, diminuer les taxes par exemple, donner des avantages fiscaux aux locaux pour que ils soient capables, eux, de développer l'économie, que l'économie soit entre les mains des gardes de nos pays, plutôt que des étrangers. J'ai rien contre les étrangers. On comprend que les étrangers, s'ils paient les taxes et autres, ça contribue bien à l'essor de l'économie. Mais il faut faire attention que les locaux également soient dans la course, soit dans le game avec les acteurs étrangers, par exemple. Parce que si vous laissez tout aux étrangers, mais le jour que les étrangers décident de rentrer chez lui, vous faites quoi? Si on ne peut pas former nos jeunes, l'étranger rentre chez lui, on va se retrouver avec une société, surtout avec une société des soulards, une société des ignorants, une société des gens qui connaissent pas ni de leur histoire, une société des jeunes qui sont pas motivés, une société des jeunes qui ne sont pas curieux. Mais avec quelle société on va se retrouver? Donc voilà la situation chez nous. Je ne vais pas généraliser comme je dis, mais dans beaucoup de pays africains, ça existe. Moi, en République du Congo, je sais que ça existe et je connais parce que pour avoir participé à ce qu'on appelle bon, en anglais, on dit fair. Fair, c'est là où un marché des idées où les gens viennent avec leurs différentes idées pour, voilà quoi, pour montrer leurs projets. J'en ai vu, moi, mais des projets incroyables dont j'ai même pas vu ni en Europe ni aux États-Unis, je vous assure. Mais après, ça fait quoi? Je sais que ces projets, s'ils ont des millions qu'il faut, une fois le projet mis en action, ce sera révolutionnaire pour nos sociétés. Très comme ça, on peut partir avec des politiques sérieuses, avec des programmes sérieux, avec une volonté qu'il faut. Je vous assure les gars, en 15 ans, 20 ans, 30 ans, on pourrait transformer beaucoup de pays d'Afrique, en l'occurrence le Congo ou le Gabon,
de la même manière que ça a été fait au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis ou d'autres pays du monde arabe. C'est bien possible, c'est pas sorcier du tout, pas du tout. C'est juste la volonté, les gens qui ont des visions, les gens qui vont sacrifier un peu ce côté c'est les intérêts personnels, mais au profit des intérêts publics de tout le monde. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là. Vous connaissez de quoi je parle. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo, mettez les j'aime comme ça pour que le message apporte loin. Ou bien, voilà, abonnez-vous. Allez, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo et ciao, ciao.